Nous sommes en direct sur Géopolitique Profonde, c'est l'émission du vendredi soir 19h avec un beau plateau. Vous allez voir, vous allez vous régaler comme nous d'ailleurs et comme moi qui suis juste l'animateur de ces émissions. Auparavant et au préalable, je vous rappelle la revue de Géopolitique Profonde. Nous avons une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à l'espace privé et aux formations sur la finance décentralisée. Les étrennes, maintenant Noël est passé, ça c'est derrière nous, mais il y a l'épiphanie, les rois mages, donc si vous voulez certains produits dérivés de Géopolitique Profonde, ne vous en privez pas. Il y a évidemment le MOG GPTV, il y a les suites à capuche, il y a les bonnets, il y a les casquettes, et puis il ne faut pas avoir peur évidemment, qui appartient à l'un de nos préférés évidemment, d'animateur. Et je crois que j'ai mon client aujourd'hui, vous allez voir, pour lui faire prononcer la fameuse phrase de Klaus Schwab. On n'est évidemment pas, c'est ni la formule du Christ, ni celle de Jean-Paul II, là en l'occurrence. C'est celle de Schwab, du forum de Davos. Je me tourne tout de suite vers mon compère du soir, vous le savez. En plus, vous l'avez entendu ce matin. Il a fait une excellente matinale avec, entre autres, Marc-Gabriel Draghi. C'est évidemment Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas, bonjour Laurent, bonjour Lara. Voilà, donc on va présenter évidemment les autres invités tout de suite. Dites-moi Laurent, donc vous avez entendu un petit peu le type d'introduction, c'est-à-dire que finalement on n'est jamais à l'abri des surprises. Tous ceux qui disaient par exemple que les conflits proche-orientaux et d'Europe de l'Est étaient des conflits jumeaux, et si passait par la Corée quelque chose qui pourrait aller de proche en proche jusqu'à l'Indo-Pacifique et qui pourrait nous amener dans une configuration que personne n'avait attendue. Qui attendait que la Syrie de Bachar el-Assad s'écroule en quelques jours? Donc il y a ce qu'on sait et puis des fois il y a des surprises. Est-ce que vous pouvez planter le décor un peu? Oui, et je dirais que on ne peut que penser que à la mondialisation économique correspond aussi une certaine mondialisation des conflits, car on est dans un monde interpénétré, un monde de communication intense, un monde de communication intense par la magie de la fibre optique, des câbles numériques, où une information fait le tour du monde en une seconde, et puis un monde de liberté d'échange, un monde de fluidité économique, commerciale, financière, un monde de fluidité donc de l'information aussi. Donc, évidemment, les phénomènes de belligérance eux-mêmes ont tendance à, par capillarité, à se diffuser, à s'étendre et à communiquer d'un continent à un autre. Je dirais que la belligérance se met en quelque sorte au diapason de la mondialisation économique, en fait. Merci Laurent. Donc un autre Laurent, un homonyme, que je suis très heureux d'avoir aujourd'hui parmi nous sur ce plateau. Merci. C'est Laurent Henninger, il est historien, il est un des membres fondateurs du mouvement politique citoyen de notre ami Philippe Murer, que nous avons eu dernièrement sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez, par rapport à ce qui a été mon introduction, ou ce que vient de dire Laurent Arthur Duplessis, planter un peu ce décor géopolitique mondial mouvant, puisque c'est une émission qui est un peu une émission de bilan 2024 et puis de prospective sur le futur. Je sais, j'aurais plein de choses à dire, mais par où commencer? Oui. C'est ça, il y a tellement de choses à dire que oui, on rentre, on est déjà rentré dedans, dans une zone de tempête, comme on dit chez les marins. Mais on se rapproche chaque jour un peu plus de l'épicentre du cyclone, lequel épicentre peut être atteint, si ça se trouve, dans seulement 10 ans ou 15 ans. Ça peut prendre du temps à monter en puissance, si j'ose dire. On navigue à vue en même temps, c'est à la fois la tempête et le brouillard et la pluie, il y a tout en même temps qui se déclenche.
Il peut y avoir en même temps, c'est très possible, imaginez qu'il y ait à la fois un déclenchement de guerre, plus une ou deux catastrophes naturelles, plus comment dire, une nouvelle épidémie qui se déclenche, cette fois-ci plus réelle que celle qu'on a connue et beaucoup plus grave. Mais c'est parfaitement possible. Hein. Une crise financière, économique. Une crise financière, économique, ça peut être tout à la fois. Hein. Ah oui. C'est tout à la fois. Et alors là, ça sera très dur, très très dur, et pour tout le monde. Hein. Faut pas se... Pour l'ensemble de la planète et Ah oui, de l'humanité. oui, ou presque. Ceux qui pourront y échapper. Vous savez, il y avait une histoire d'un Européen qui avait voulu, dans les années 30, qui se dit ça va repartir, il va y en avoir une nouvelle. Il s'était trouvé une île du Pacifique tranquille avec des palmiers et tout ça. Et à partir de 42, son île, c'était plus le paradis que ça avait été. Hein. Donc voilà. Je sais pas. Et le phénomène se reproduit au Malouine, où un couple s'était installé là en disant là au moins on sera tranquille. Voilà. Donc tout est possible maintenant, effectivement. S'il y a confluence d'une crise stratégico-militaire, d'une crise économico-financière et d'une crise sanitaire. Là, franchement, je ne sais plus trop ce qu'on peut faire. Surtout qu'on a on a les prémices. Bien sûr. Tout est prêt, là. Bien sûr. Tout est prêt. Et j'ai l'impression que certains petits malins essayent d'en jouer. La peur, toujours. Ouais, mais j'ai l'impression, par exemple, alors c'est peut-être moi qui ai mauvais esprit, ce qui est très possible, on me le dit souvent, mais quand je vois Macron s'exciter à menacer de rentrer en guerre contre la Russie et tout ça, je me dis, c'est possible qu'il y ait une grosse part de bêtises, qu'il y ait une grosse part de roulage de mécanique, de bluff et tout ça, ça ressemble assez au bonhomme. Mais il y a aussi une part, moi je me dis aussi, il est tellement pervers au sens le plus psychanalytique du terme, qu'il est fort possible qu'ils se disent je suis foutu, ça va mal finir, foutu pour foutu, comme en plus ils détestent les Français et la France, je vais leur laisser derrière moi un petit caca, une petite crotte, non recouverte. Non recouverte, et je vais leur laisser une guerre. Un étron, tiens. Ouais. Donc ça fait partie des. Je dis pas que je suis pas dans sa tête non plus. Donc, mais je dis que ça fait partie des possibles maintenant. Hein. On va les approfondir petit à petit, c'est possible si vous voulez bien, mais aussi la parole féminine, la Rastam, un mot sur des sujets. Bonsoir Nicolas, et d'ailleurs équivalents. je fais la publicité de notre suite. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous aimez GPTV, le logo, vous allez beaucoup aimer aussi Ah tiens, tout Laurent le Henninger, est-ce que vous voulez message, en fait. le prononcer? Parce que je pense que vous avez l'accent qui va bien. Oui, monsieur Henninger, dans s'il vous plaît. L'accent à l'allemande, il ne faut pas avoir peur. Ah là, vous avez gagné. Voilà. Merci, Lara. Mais pour en fait rajouter une corde à votre réflexion sur les motivations de Macron, mais il y en a une autre. En fait, il tire toujours des avantages des catastrophes. Ah oui. Quand on a Notre-Dame qui brûle, derrière, il y a l'ouverture et c'est l'état de grâce, il est apprécié, c'est super et tout ça. Sauveur. La guerre, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut aussi, bien sûr. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Hollande et Les conflits en Afrique. Surtout les attentats. Les attentats de 2015. À chaque fois, quand il y a eu des attentats, en fait, là, ils ont 15 points de popularité en plus, c'est vraiment incroyable. C'est peut-être ça la guerre, c'est même pas qu'il est foutu pour foutu, il dit plutôt foutu, faut que je tente ça parce que c'est un moyen de dire je suis chef de guerre, père de la nation, je vais nous mener à la victoire face mais alors là, je suis d'accord avec. Sauf que là, il n'y aurait peut-être pas de futur. Je suis totalement d'accord avec vous sur cette hypothèse, sauf que cette hypothèse-là, moi, je la ramène à mon hypothèse numéro 1, c'est-à-dire la bêtise.
Parce que un chef d'État qui déclenche une guerre comme ça, parce que les guerres, on sait quand elles commencent, on sait jamais quand elles terminent. C'est sûr. C'est tout à fait. C'est complètement irresponsable et totalement infantile. Et adjectif qui lui aussi correspond bien au personnage, entre parenthèses. Mais il est hein. tellement persuadé du fait qu'il est charmeur, qu'il va Ouais. aller toucher Poutine, lui dire allez, Vlad, on s'arrange, on arrête et tout ça, et que tout ça. C'est bien ce que je dis, il n'a rien compris à Poutine. Bah oui. par- Ah non, mais là, Alors, il a voilà. rien compris, oui. Déjà. Qu'est-ce mais qu'il faut comprendre à Poutine pour rentrer dans le vif du sujet, Laurent Henninger? Beaucoup de choses. Je pense que c'est un homme intelligent. Je pense que c'est un homme responsable. Je pense que c'est un chef d'État à l'ancienne. Je pense aussi que c'est un homme courageux, y compris physiquement. Sûrement, Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de politiciens en Occident. c'est sûr. Je sais bien que le courage physique n'est pas la seule forme de courage possible, mais ça en fait partie quand même. Et lui, je pense qu'il en a. C'est un vrai patriote pour son pays, c'est un vrai nationaliste. Ça, sont des aspects que je qualifierais de plutôt positifs. Je pense aussi, contrairement à ce que raconte toute une propagande occidentale, j'en ai discuté avec plein d'amis qui sont spécialistes de la vie politique russe et tout ça, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'échiquier politique russe, Poutine est un centriste et un modéré. C'est bien sûr. Oui. C'est un centriste et un modéré. C'est L'arbitre pas du- entre les tours du Kremlin. Oui, oui. Absolument. C'est pas du tout un excité, c'est pas du tout un extrémiste, pas du tout. C'est quelqu'un qui par ailleurs est profondément, au fond de lui-même, ça j'en suis persuadé, profondément pro-occidental. Oui. Il fait partie, et ça c'est marrant parce que moi je connais un peu l'histoire soviétique, Ouais. c'est l'une de mes spécialisations après Mhm. tout. Ce dont on a du mal souvent à comprendre sur l'histoire de l'Union soviétique, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de tendances différentes à la direction soviétique. Déjà au Politburo, Déjà au Politburo, tout ça, il y a toujours eu beaucoup de tendances, y compris sous Staline, y compris au plus fort des purges, de la terreur et tout ça, il y a toujours eu beaucoup de tendances différentes. Et l'une de ces tendances, alors je dis l'une, mais si ça se trouve dans la réalité, elle était elle-même subdivisée et tout ça, et rien n'est jamais simple, hein, a fortiori en Russie. Il y a des pays comme ça où rien n'est simple. Déjà, rien n'est simple en général, mais il y a des pays... Il y a une réflexion dans ce film populaire français qui s'appelle Un singe en hiver, ah oui, oui. avec Gabin et Belmondo commence à expliquer à Gabin la recette de la paella, et il lui dit, pour ponctuer son explication, il dit « Dites-vous bien que ce soit pour la paella ou la révolution, rien de ce qui est espagnol n'est simple. » De la part des Espagnols. Oui, La formule est splendide, la formule est splendide. Bon, mais on pourrait le dire pour la Russie. Hein. Mais, Ouais. non, mais il y a toujours eu plusieurs tendances. Comme il y a un Orient. Voilà, comme il y a un Orient compliqué. D'ailleurs, la Russie est à la fois l'Occident et l'Orient. C'est l'un de ces drames, l'une de ces tragédies internes qu'on voit dans sa littérature, chez ses penseurs, même chez ses artistes. C'est un pays qui est à la fois l'Orient et l'Occident. Et d'ailleurs, même pas l'Orient au singulier, les Orients. C'est à la fois l'Orient mongol, chinois, Voilà. l'Extrême-Orient, mais également l'Orient du Sud, le Proche-Orient, les Mille et une nuits, la Perse, le monde arabe, les Turcs. Bon, la Russie, c'est les Orients, mais c'est les Occidents. C'est des Vikings qui sont arabisés quelque part. Hein. C'est très curieux les Russes, hein, c'est très spécial. Bon, mais il y a toujours eu des tendances qui étaient, y compris même dans la bureaucratie stalinienne la plus lourde, il y avait des tendances. Alors ils le disaient pas ouvertement, hein, mais qui étaient ravis de l'invasion nazie, qui étaient ravis et qui sont passés du côté du nazisme. Il y avait des tendances d'extrême gauche, des trotskistes et tout ça. Enfin, en 37-38, il n'y en avait plus beaucoup. Mais il y avait, et puis il y a toujours eu des tendances pro-occidentales. Il y a toujours une admiration profonde à un rapport qui, en psychanalyse, là encore, on appellerait une relation d'amour-haine.
L'énamoration, disait même Lacan. Ouais. On a fait un néologisme. L'énamoration. Énamoration. Ah, c'est intéressant, ça. Je connaissais pas, mais là, vous m'apprenez quelque chose de très intéressant et que je vais creuser aussitôt rentré chez moi ce soir. Non, mais c'est un rapport d'amour-haine avec l'Occident qui est à la fois fait de fascination d'ailleurs pendant des siècles, de fascination pour le monde allemand d'ailleurs, oui. Qui pour les Slaves était le monde de la civilisation, de la technique, de la richesse, de l'efficacité, de l'université, de tout ça. Je veux dire de l'armée efficace aussi. Ah bah oui. Une bonne partie du vocabulaire militaire russe est directement issu de l'allemand. Bon, et alors c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont fait que une bonne partie des Russes n'ont pas compris que les Allemands soient comportés comme des barbares pendant la Seconde Guerre mondiale avec eux. Pour eux, c'était le comble de la civilisation. Prenez alors a fortiori dans le mouvement bolchevique. Lénine, Trotsky, enfin toute la première génération de bolcheviks étaient quasiment des Allemands. Enfin, ils étaient pétris de culture allemande, et pas uniquement à cause de Marx, mais également de Hegel, et tout ça. Et puis pour eux, l'Allemagne, c'était le pays du plus grand et du plus puissant mouvement ouvrier du monde. Avec les socialistes, les communistes, qui étaient une société parallèle. Ils avaient leur mutuelle, leur société d'assurance, leurs organisations de jeunesse, leurs organisations sportives, leurs syndicats, etc. Enfin, c'était un monde... Le mouvement ouvrier allemand, pour les Russes, les bolcheviks et tout ça, c'était... Mais bon, c'était l'admiration. Et puis, il y avait cette tendance pro-occidentale qui a toujours existé chez les Russes, qui était très souvent représentée au KGB, d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est dans le KGB qu'il y avait le plus de pro-occidentaux. Andropov, c'était le cas. Oui, ben alors en tout cas. Ouais. Donc Poutine. Poutine, bien sûr. Et parce que le KGB, c'était celui qui avait une fenêtre ouverte sur l'Occident. Ah, c'est sûr. Forcément. Bien sûr. Donc les gens connaissaient, je veux dire Andropov, on sait, alors il semblerait que ce soit une légende qu'il ait fabriquée pour son petit marketing personnel, mais peu importe à la limite, parce que c'est vrai, c'est peut-être vrai aussi, que c'était un grand fan de jazz américain, vous voyez, c'était des gens qui étaient ouverts sur le monde, très occidentalisés, etc., etc., bon... Et Poutine, c'est ça, c'est un homme qui a essayé de faire copain-copain avec l'Amérique, avec l'Occident, qui aurait bien voulu être intégré dans le système occidental, qui aurait bien voulu faire rentrer la Russie dans l'OTAN, même à un moment. Il a caressé ce projet au début des années 2000. Il voulait, quoi. Et l'URSS, parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas mettre les deux impérialismes dos à dos, l'impérialisme américain et l'impérialisme russe. C'est pas les mêmes, ils sont pas de même nature. Hein, c'est comme si vous voulez mettre un signe égal entre, je sais pas moi, une tarte aux pommes et un clafoutis. Et un clafoutis, c'est pas ça se compare pas, quoi. Ou avec, plus encore, avec un bœuf bourguignon. Ah bah, là, oui. Ça se compare pas, c'est pas les mêmes. C'est pas de même nature, il n'y a pas un seul type d'impérialisme. L'impérialisme américain est un impérialisme prédateur et à vocation mondialiste, totalement mondialiste. Il a vocation à conquérir le monde parce que c'est un impérialisme qui est profondément lié à la forme ultime du capitalisme, qui est le capitalisme financier, qui est même plus le capitalisme industriel ni quoi que ce soit de l'époque de Marx. Hein. C'est un capitalisme financier qui est un capitalisme de casino, qui est complètement dégénéré et il a vocation à conquérir le monde, et même au-delà s'il pouvait. Hein. Oui, bah, ils vont avec le masque, ça sera Mars, par exemple. Voilà. Ou mais l'impérialisme russe est un impérialisme terrien et à l'ancienne. C'est quasiment romain, vous voyez. C'est un impérialisme très archaïque qui n'a pas du tout vocation à conquérir le monde, déjà parce qu'il sait pertinemment qu'il n'en a pas les moyens. Hein, donc tous les fantasmes dont on nous a rabattu les oreilles pendant la guerre froide, moi j'ai jamais cru à un danger militaire soviétique. Ah oui ? Jamais. Jamais. Ça, j'ai fait une conférence là-dessus qui est disponible sur YouTube encore maintenant. Hein, je fais de la pub. Une conférence au Cercle Aristote. Et Cuba, le fait d'aller les Caraïbes, c'est pas le contre-exemple ? Mais non, parce que Fidel Castro prend le pouvoir, il est contre Moscou.
C'est absolument pas Moscou qui est derrière. Et Khrouchtchev est plutôt emmerdé. Là, vous vouliez intervenir, mais n'hésitez pas, intervenez, Oui, non, mais on est libre d'échange. Cuba, c'est la réponse à la Turquie, en fait. Oui, non, ça c'est après. Ça c'est pendant la crise des missiles, c'est Oui. après. Mais la prise du pouvoir par Castro, en fin 58, c'est pas Castro. Faut savoir une chose, c'est Castro à l'origine. 15 ans avant, quand il est le chef, le président du syndicat des étudiants en droit de l'université de la Havane, c'est un militant d'extrême droite, admirateur de Mussolini, Ah oui. et qui dirige son syndicat à la cubaine, c'est-à-dire de façon, à la, selon les mœurs non pas de Cuba mais de la Havane, qui sont les mœurs des gangsters américains. Il dirige son syndicat, il a un flingue sous la veste. C'est à la fois le fascisme et le gangstérisme, Castro. Castro a jamais été marxiste non plus, hein. Jamais, il s'en foutait complètement. Il a même dit une fois dans une interview, il dit qu'il a essayé de lire 3 pages du Capital de Marx, il s'est arrêté, il y comprenait rien, ça l'emmerdait. C'était pas du tout son truc. Bon, et la plupart des gens, et ça je le tiens de quelqu'un qui a été très proche de lui, dont je citerai pas le nom, mais de quelqu'un qui l'a bien connu. Castro, hein. Castro, ouais. Quelqu'un qui était très lié à Régis Debray autrefois. Oui, je me doutais bien qu'on irait dans ces... Oui, et qui a connu ce monde-là. Mais l'entourage proche de Castro au début de la révolution cubaine, ce sont des gens qui sont d'un anticommunisme rabique. Ah oui. Et qui s'entendent pas du tout avec les Russes. Les relations avec l'Union soviétique jusqu'à la fin des années 60 vont être très mauvaises. Tellement mauvaises au point que, d'une part, quand les Barbudos prennent la Havane, il manque de se tirer dessus avec les gens du Parti communiste local, parce qu'il y a déjà un Parti communiste qui existe à Cuba depuis les années 20, qui est autre chose. C'est pas un mouvement communiste, le mouvement de Castro. C'est plus, ils sont confrontés aux États-Unis, et donc ils vont basculer de l'autre côté pour ce fait. Oui, mais c'est pas c'est ce qu'on appelle, alors à l'époque, chez les marxistes, on appelait ça, c'est du nationalisme petit bourgeois. Mais c'est pas des cocos, c'est pas des rouges du tout. Le seul rouge qui était réellement rouge, c'était Raúl Castro. Ah ben le frère. Le frère, oui. C'était le seul. Mais et d'ailleurs, les deux frangins ne pouvaient pas. Le Che même pas au départ. Le Che de toute façon, c'était une espèce d'allumé. On ne sait pas trop ce qu'il était politiquement. C'est un homme sincère, mais politiquement, c'était. Ça ou rien, ça aurait été, c'était pareil. Comment dire? Mais les deux frangins, Raoul et Fidel, pouvaient pas s'encadrer, par exemple. Non, c'est un mouvement. Il manque de se taper dessus avec les gens du Parti communiste en fin 58 quand ils rentrent dans la Havane. En 65-66, il y a des bisbilles parce que ils ont fusionné de force. Le mouvement de Castro et le Parti communiste, ils sont dans le même parti, mais ils ont gardé chacun, les individualités ont gardé leur position et tout ça. Et les gens du Parti communiste, donc sous l'influence directe de Moscou, emmerdent Castro en 65-66 en lui proposant, essayant de faire pression sur lui sur certaines choses. Castro en a marre, il les fait tous arrêter, il les fait tous déporter dans un pénitencier qui est sur l'île des Pins, qui est une île complètement plate, sans un arbre, écrasée de soleil, enfin qui est un petit goulag tropical. Voilà, il les fait sortir au bout de 2 ans, ils sont calmés, ils vont plus l'emmerder. Mais c'est plus compliqué que ça, l'affaire. Hein. Et l'URSS est un impérialisme qui a vocation à contrôler et à faire sentir son poids et ses volontés aux nations qui l'entourent. Ce qu'ils appellent l'étranger proche, c'est une notion de la diplomatie russe depuis une trentaine d'années. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Comme on parle de glacis. Exactement. Mais même quand ils sont constitués le glacis en Europe de l'Est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas dans le but de répandre le communisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faudrait voir pays par pays. Le seul pays où ils veulent vraiment imposer le communisme en 1945, c'est la Pologne. J'allais le dire. Oui. C'est le seul.
pour des raisons très spécifiques. Et historique, à mon avis. Et très historiques. Bon. Mais en Roumanie, en Bulgarie, en Yougoslavie, par exemple, dans un premier temps, ils cherchent à faire revenir le roi. Ils aimeraient bien avoir des gouvernements de droite, un système économique capitaliste, mais des gouvernements de droite pro-soviétiques. C'est-à-dire qu'au niveau diplomatico-stratégique, se rangent du côté soviétique, parce qu'ils ont besoin d'un glacis. Ils veulent pas avoir la surprise de 1941, ils veulent avoir le maximum de... parce que c'est eux qui créent l'invasion. Ben voilà. Bon, Oui. l'Allemagne... Ils ont connu dans leur histoire. Qu'ils ont connu. Et l'Allemagne, c'était pas prévu de créer une Allemagne de l'Est au départ. Ils créent une Allemagne de l'Est parce que les Occidentaux créent une Allemagne de l'Ouest. Le projet de Molotov... en 45, 46, 47, Molotov, qui, rappelons-le, était le ministre des Affaires étrangères de Staline, c'était de recréer une Allemagne unifiée et neutralisée, comme ce qu'ils ont fait pour l'Autriche ou la Finlande. Bon, ils voulaient pas créer une Allemagne de l'Est. En Tchécoslovaquie, ils ont essayé de garder Beneš le plus longtemps possible. Le coup de Prague, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. La rupture avec Tito en 48, c'est parce qu'il voulait faire revenir le roi et que Tito disait certainement pas. Je me suis emmerdé à faire la résistance et tout, j'ai failli laisser la vie à plusieurs reprises et tout. Je me suis fait chier pour conquérir le pouvoir dans ce pays. Passez-moi mes expressions. Souvent la politique, ça se résout à des... On ne voulait pas, c'est bien volontiers. Et il est hors de question que je cède. Et la rupture avec Moscou, elle est là. En Bulgarie, en Roumanie, ils cherchent à faire revenir le roi et à faire des alliances avec la droite locale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les communistes, le seul poste gouvernemental qui les intéresse dans tous les pays, c'est le poste de ministère de la police. Ça, c'est la vieille tradition communiste, c'est contrôler la police. On comprend, on voit tout à fait leur état d'esprit, leur façon de penser, tout ça. Mais je dirais que presque que c'est tout, c'est la police. Mais avec un roi, une économie capitaliste, des gens de droite et tout. En Roumanie, ils vont partiellement réussir. Le roi veut pas revenir, mais il y a une partie, par exemple, de l'extrême droite roumaine, de la légion de... De fer. Oui, la garde de fer. La garde de fer. Comment il s'appelait ? Enfin bon, peu importe. Qui écrit sur les murs de Budapest, un peu partout, camarades légionnaires, le combat continue au sein du Parti communiste. Qui rentrent dans le Parti communiste et tout ça. Donc bon, et finalement, ils vont pas trouver dans tous ces pays de personnel politique de droite capable et voulant bien jouer le jeu de garder leur identité et tout ça, mais d'être pro-soviétique. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.